iragile ngirame forora. Deme baba ninga falenebe iragile ngirame forora. Imuti mirio wimede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Comme ils sont beaux, les pieds des reporters de Manège du Savoir qui ont déposé leurs valises ce jour à Batak dans le Onkam. Ici, nous sommes accueillis par un homme d'action, un homme dynamique, Monsieur Chapa Chouao. Bonjour, Monsieur Chapa. Bonjour, Abbé Marie. Mais quel beau sourire vous avez. Soyez le bienvenu à Batak. Et c'est Batak qui vous accueille, est un village très accueillant. Oui. Et nous souhaitons que vous reveniez voilà. le plus longtemps, le plus de fois possible. Voilà. Et comment vous allez? Surtout bonne année. Hein? Bonne année, j'ai oublié. Bonne année, madame. Bonne année. Que l'année 2016. Oui. Que le petit peuple de Batak a fêté le 17 janvier dernier. Oui. Parce que notre bonne année ne coïncide jamais avec le 1er janvier. Et pourquoi? La culture bamileke nous apprend qu'on a des semaines de 8 jours, oui. Au lieu de 7. Et quand vous faites le décompte, effectivement, les blancs pour corriger avec des années bissextiles, des années non bissextiles, oui. pour essayer de rattraper. Et vous savez exactement, grande chrétienne, que vous êtes que l'abbé Grégoire, en faisant le calendrier grégorien, s'était trompé de quelques jours. Ah bon? Oui. Ça, je n'ai pas vérifié. Bon, nous croyons, puisque vous êtes un amoureux de l'Église. D'ailleurs, on vous voit sur une photo avec un prince de l'Église, Monseigneur Dieudonné Ouacho, évêque de Bafoussam, à qui nous disons bonjour également. C'est gentil. Et qu'est-ce qui motive cette photo? Disons que ma rencontre avec Monseigneur Ouacho s'est faite dans le cadre de mes actions caritatives au village. Oui. En fait, mon village dépendait à l'époque du diocèse de Nkonsamba. Et j'avais soumis une demande d'appui financier aux œuvres de Saint-Antoine de Padoue, qui avait réclamé que l'église, que mon évêque parraine le projet. Oui. Le projet était présenté par une ONG italienne qui s'appelle MSP, Movimento Sviluppo e Pace, qui avait donc présenté ce dossier aux œuvres de Saint-Antoine de Padoue. Ah, oui, oui. Et ils ont exigé qu'il fallait que l'église de ma localité, notamment l'évêque, fasse une lettre de recommandation. Tout à fait. Et j'ai eu à rencontrer Monseigneur Ouacho, tout dans le même cadre, quoi. D'accord. Et nous avons fait une adduction d'eau au village. Du moins, nous avions commencé avec nos petits moyens. Ensuite, les voisins ont dit qu'ils étaient aussi candidats. Et nous avons actuellement, en dehors de Batak, il y a 6 villages qui sont alimentés par ce réseau, qui est déjà long d'au moins une quinzaine de kilomètres, Oui. avec des ramifications. Donc avec les écoles primaires, les églises et tout ça. Et c'est ce réseau d'adduction d'eau-là qui est une de nos préoccupations, quoi. C'est une source de dépenses pour un comité de développement. Il faut entretenir les réseaux. Et surtout, il faut amener les populations à connaître la valeur de l'eau en montagne. Nous sommes un peuple de montagne. Ouais. Oui. Le point le plus bas de Bataka est 1500 mètres. Le point le plus haut est 2200. Ça veut dire qu'il fait un foie de canard chez vous? Oui, foie de canard, j'ai jamais été canard pour savoir comment le foie touche le canard. Mais il fait frais, il fait vraiment frais, il fait vraiment froid. Et c'est pour ça que je me bats pour être le plus présent là-bas. Parce que quand on y arrive, il n'y a pas de climatiseur, il n'y a pas de moustiques et tout ça, on dort 3 ou 4 heures de sommeil, on est totalement requinqué. Parce que l'environnement est sain. Il est sain. Voilà. Il est sain. Et vous l'avez déjà dit, ça veut donc dire, vous qui êtes président du comité de développement, vous avez mené des actions et vous êtes en train de travailler pour que Batak soit un village où il fait bon vivre. Mais présentez-nous vraiment ce village, le village Batak. Qu'est-ce qu'on trouve là-bas? Qui y vit? Qu'est-ce qu'on cultive? Qu'est-ce qu'on mange? Sûrement, il y a des moments de joie, des fêtes. Comment ça se passe à Batak? Oui, merci pour la question, madame. Batak est un village, comme je l'ai dit, où le point le plus bas est environ à 1500 mètres d'altitude.
et le point le plus haut à près de 2200. Donc l'adduction dont je vous parlais tout à l'heure est une adduction d'eau gravitaire. Nous avons repéré une source en montagne et on a juste fait le conduit, quoi. Oui. Donc les dépenses, c'est l'entretien du réseau, nettoyer les châteaux d'eau, remplacer les robinets qui sont en panne. Donc ce village, le comité de développement que nous avons mis en place, qui s'appelle en fait Comité villageois de développement de Batak. Pourquoi villageois? C'est parce que ce n'est pas un comité fait de cadres. Oui, Nous avons associé la population locale. tout à fait. D'abord, parce que c'est eux qui sont les pour qu'ils- bénéficiaires de qu'ils l'investissement. participent Et il faut à- qu'ils participent. Il faut qu'ils sachent qu'il y a leur argent dedans. Tout à fait. Oui, ce que nous avons réussi à faire à présent, c'est que les gens du village participent chaque mois. C'est-à-dire que chaque femme doit donner 500 francs par mois. Ça fait 6 000 francs. En un an, ça fait un sac de ciment Oui, qui est utile. Chaque homme qui habite le village doit donner 700 francs par mois. par mois pour les mêmes objectifs. Et nous qui venons de l'extérieur, le minimum c'est 5 000 francs par mois. Nous avons une assemblée générale tous les mois qui rote de résidence en résidence. Et pourquoi nous avons mis en place ce comité de développement? En fait, avant qu'on le mette en place officiellement en 2003, il existait déjà sous autre forme. Nous sommes partis de ce que, comme je l'ai dit, nous sommes un village de montagne. Et ce qui s'est passé, c'est que lors de la guerre d'indépendance, qui, Dieu merci, François Hollande l'a reconnu dernièrement lors de son passage au Cameroun, nous sommes les victimes, je crois, les principales victimes de cette guerre d'indépendance. Étant un peuple de montagne excentré, le village a été totalement rasé. Totalement rasé, totalement. Avec interdiction d'y habiter. Donc, on a créé ce qu'on a appelé le camp. C'est-à-dire, c'est un camp de concentration. Oui, tout Puis à il fallait fait, pointer à l'entrée et pointer à la sortie. Et si vous ne reveniez pas, vous étiez considéré comme partisan de ce qu'on a appelé abusivement les maquisards, qui étaient en fait des indépendantistes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avant que cela ne se passe, Batak avait eu l'insigne honneur d'être choisi par le bon Dieu lui-même. Puisque la religion chrétienne est entrée dans ma région par Batak. Oui. L'église protestante y avait installé français y avait installé un temple. Un temple, et avait construit à l'école, à côté une école. Une école qui allait jusqu'au cours élémentaire 2 à l'époque. Oui, La continuation, c'était à Ili Allegrambo pour faire le CEPE. Et il y avait également un petit centre de santé pour tenir compte de tout cet environnement. Et tout ça a été rasé, il y a encore les ruines. Il y a encore les ruines jusqu'à aujourd'hui. Tout cela a été rasé, les populations déportées, interdites de séjour. C'est en 68. Lors de mes premières vacances au village, avec mon petit frère, nous avons rompu l'interdit. 68. C'est-à-dire qu'il faut descendre, parce que je vous dis qu'on a le point le plus bas à 1500. Le groupement Babo-Antouliman, là où on a fait le camp, est à 1200 mètres environ. Oui. Il faut descendre tous les soirs avec les charges, le bois, la nourriture qu'on doit manger, et remonter le matin. Et quand on arrive au champ, après avoir parcouru 2 km, en remontant 300 mètres d'altitude, on est forcément fatigué. Oui, on arrive fatigué et on ne peut pas faire ce qu'on devait faire. Donc, nous sommes partis de ce que les populations déportées sont restées au centre du village, au camp, comme on dit. Et quelques-unes ont eu le courage de revenir après les années 70 pour s'installer, donc refaire leurs habitations et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le camp, par contre, est né quelque chose qui n'existait pas au pays Bamileke avant la guerre d'indépendance. Est né la ville. Parce que l'habitat à Bamileke était en bocage. Oui. Chacun avait son bocage et le premier était au bord de l'eau, au bord d'un cours d'eau. Donc il y avait des cultures, les cultures de rente en bas, dans le bas. Au milieu, il y avait sa concession avec les cultures vivrières. Et dans la partie haute, la plus haute de sa concession, il y avait son élevage. C'est-à-dire qu'il faisait des enclos pour que ces bêtes n'aillent pas déranger les voisins. C'est comme ça que ça existait. Et les populations ne se retrouvaient que quand le chef les convoquait. C'est-à-dire que soit le jour du marché, ils se retrouvaient au centre du village, soit quand le chef les convoquait à l'aide du tam-tam, ils se retrouvaient là-bas. Donc il n'y avait pas de promiscuité comme ce n'est pas la suite. Par la suite, au camp de Babo-Antou,
l'électricité est arrivée, après l'eau est arrivée, après le téléphone et les bars, les boîtes de nuit et les salons de jeu. Bref, nos populations ont de la peine à remonter. Et prouve que c'est difficile de remonter parce que en remontant, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ils préfèrent s'insérer donc là où ils sont sur une petite surface, en laissant les hectares sur leur base. Donc nous avons fait une campagne pour savoir pourquoi cette population ne voulait pas remonter. Bon. Et profitant des nouvelles technologies, de toutes les méthodologies que d'autres ont essayé avant nous, nous avons fait notre agenda 21. Ça signifie que nous avons demandé aux populations, on a fait un questionnaire, on a demandé aux populations pourquoi elles ne remontaient pas et quels sont leurs besoins classés par ordre de priorité. Nous avons tamisé tout cela et nous avons arrêté que les populations réclamaient une école. Oui. Ils réclamaient une école, ils réclamaient l'adduction d'eau, l'eau courante, ils réclamaient l'électricité, ils réclamaient un moulin, ils réclamaient un centre de santé. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout faire le même jour avec les faibles moyens dont je vous ai parlé. Comme je l'ai dit, pour l'adduction d'eau, nous avons commencé. Nous avons été appuyés par les œuvres de Saint-Antoine de Padoue et par l'église protestante vaudoise qui sont toutes en Italie. Et dans cet appui était dans le sens d'étendre le réseau aux populations voisines. Parce que les populations de montagne se doivent d'être solidaires. Pas seulement celles des montagnes. Non, particulièrement solidaires parce que si vous avez quelque chose, vous devez partager avec les autres. Tous les autres 6 villages qui sont avec nous, nous avons actuellement 70 bonnes fontaines au moins sur le réseau. C'est parce que nous nous sommes rendus compte que ces populations ne pouvaient pas avoir l'eau autrement que par chez ce nous. moyen, oui. Donc on a stratifié ces besoins-là et on a commencé par l'école. Pour faire l'école, il fallait un terrain. La clé de la vie. Voilà. Et il y a des notables qui nous ont donné un lopin de terre de près de 2 hectares et poussière pour lesquels nous avons eu beaucoup de problèmes. On a fait 10 ans de procédure au tribunal et l'État lui-même, pour qui on faisait cette école, ne nous a pas facilité la tâche. Parce que je n'ai toujours pas compris qu'aujourd'hui que vous ayez un domaine, que vous demandiez un domaine pour construire une école publique, un centre de santé public, d'autres investissements publics, et que l'État vous donne ça en concession en imposant que vous payez un impôt. Nous avons payé près de 1 200 000 francs de redevances pour que le dossier soit complet, afin qu'on puisse avoir un titre foncier. Qu'on n'a toujours pas jusqu'aujourd'hui à cause des procédures administratives, qui n'ont pas de 2003. Donc cette école a été faite, en fait c'est un bâtiment, les classes sont jumelées. Donc l'école est là, mais nous avons engagé la même année le chantier du centre de santé. Bon. C'est un centre de santé ambitieux, parce que nous voulons y avoir autant que possible le plus grand nombre de spécialités. Donc, avoir un plateau technique. Nous comptons sur cela. Ce n'est pas un projet chimérique. Nous comptons surtout sur les amis qui sont médecins, professeurs de médecine. Nous comptons également sur nos propres adhérents qui sont médecins pour que, par exemple, on profite de la saison de vacances en août là, on organise des vaccinations. Oui, tout ça, des visites pour toutes les populations. C'est-à-dire que ceux qu'on inviterait, des amis soit expatriés, soit locaux, viendraient en vacances. En contrepartie, soigneraient nos parents. Comment dire? Partenariat gagnant-gagnant. Tout à fait. Donc, c'est exactement ce que nous voulons faire. Et malheureusement, ce projet de centre de santé est actuellement un peu à l'arrêt. Parce qu'entre-temps, on s'est rendu compte que les populations ont dit qu'il fallait l'électricité avant. Donc nous avons dû nous endetter auprès de la banque du village, la MC Carré, pour prendre du crédit. Le comité de développement nous a aidé également pour 5 millions de francs, parce qu'il fallait à tout prix 16 millions de francs pour mener à bout ce projet-là. Du moins la première phase de ce projet-là, qui visait à électrifier l'école,
le centre de santé, futur centre de santé, et le foyer, puisqu'on a également un très grand foyer qui fait la fierté du village et la jalousie des autres. Et qui reçoit les jeunes ou bien... Qui reçoit les jeunes? Les jeunes de mon village appartiennent à un mouvement qui s'appelle l'AEEBA, Association des élèves étudiants Batak, AEEBA. Et tous les 2 ans, ils font une descente au village pour la colonie de vacances. Oui. Et depuis ces deux dernières années, c'est-à-dire la colonie qui s'est achevée en août de cette année et la précédente, ils ont pris une option qui nous a beaucoup plu. C'est-à-dire faire des projets qui restent visibles après eux. C'est ainsi qu'ils ont conçu un mât sur fonds propres à la chefferie du village. Je suis sûr que nous avons le plus beau mât du groupement Babouantou. Et par la suite, ils ont également repéré les points d'accès, les points de franchissement du village qui étaient dangereux. Soit des ponts et tout ça, ils ont fait des poteaux pour signaler là que cette zone est dangereuse. Ça, c'est planté. Ils ont également fait leur projet de place de la jeunesse et nous les encourageons dans cette voie-là. C'est-à-dire que les jeunes sont aussi actifs? Oui, donc c'est la relève. Ce que nous faisons là, si on ne les prépare pas pour prendre le relais, c'est perdu. Ouais. Et nous sommes en train de le conscientiser parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une rupture. Ces jeunes-là sont à l'université, sont dans le collège. Quand ils commencent le travail, ils estiment qu'ils ne peuvent pas marcher avec nous qui sommes les vieux et qui êtes villageois. Oui, donc ce qu'ils disent, c'est que ils ont un problème. Et on les perd donc entre le moment où ils quittent les bancs, ils travaillent, et le moment où ils deviennent comme nous, là, des pères de famille, et qui rejoignent le Covid-débat. Et qu'est-ce qu'on cultive à Batak? Qu'est-ce qu'on y mange? Qu'est-ce qu'on mange? Comment les choses se passent là par rapport à ce côté? Nous avons des cultures de rente. Le café, oui, qui malheureusement, du fait des circonstances dont je vous ai parlé, est en train de renaître plus tôt. C'est-à-dire que la production de café n'est plus très importante parce que les plantations avaient été abandonnées. Et entre-temps aussi, le cours du café n'a pas encouragé les gens à cultiver le café. Beaucoup ont remplacé le café par des plantes qu'on pouvait consommer. Parce que quand vous avez faim, vous ne pouvez pas manger le café. Alors que si vous plantez du maïs ou bien du haricot ou la pomme de terre, vous pouvez visiblement avoir de quoi manger. Donc, comme culture vivrière, nous avons toutes les cultures vivrières qu'on trouve dans la région de l'Ouest, le maïs, le manioc, les ignames, les jaunes ou blanches, les arachides de chez nous, les arachides bamileke, là, qui ont, paraît-il, un goût particulier. Ah bon? Oui. Il y a de la tomate. Il y a également la tomate des cultures, les potagers, quoi. Oui, c'était le potager, parce que nous avons la chance d'avoir de l'eau. Il y a également des cultures de piment. Et des arbres fruitiers, manguiers, qui ne produisent pas beaucoup, parce que comme il fait froid chez nous, les fruits tombent avant la maturité. Ce n'est pas des fruits, c'est-à-dire, on ne va pas mettre une lampe torche ou bien une bougie sous chaque mangue pour lui faire avoir la température qu'il faut pour que le fruit arrive à maturation complète. Donc, en dehors de cela, comme j'ai dit, on peut d'arbres fruitiers, les pruniers, les avocatiers. Certains ont essayé la pomme, la pomme de France, comme on l'appelle, ou la pomme d'Afrique du Sud. Certains l'ont essayé. Et nous attendons de voir ce que ça peut donner. Et je crois qu'on va même tenter la vigne. Parce que les analyses du sol montrent que nous pouvons avoir quelques litres de vin rouge ou de vin blanc. À ça, en dehors de ça, il y a également le vin blanc. Tout à fait. Il y a des vignerons. Et
Il y a même quelques années, c'était même une activité très importante. C'est-à-dire qu'on a des pionniers qui partaient du village à 4 heures du matin avec du vin fraîchement cueilli et qui le livraient ici à Douala à 7 h, 8 h. Donc le vin était consommé dans la journée et ils faisaient ça tous les jours. Ce sont des activités auxquelles il faudrait qu'on pense pour qu'elles reviennent au goût du jour. Actuellement, la population a un petit marché sur l'axe Douala, Bafan-Banganté, sur la provinciale numéro 15, où j'ai même fait une bonne fontaine qui porte mon nom. Oui, et qui coule depuis 2002. Et c'est là où on a fait un petit marché, où la population vend ses produits, généralement le vendredi, samedi et dimanche. C'est seulement les 3 jours. Oui. Nous avons un projet de construire un véritable marché qui ferait que les populations, en s'associant, pourraient désigner, comme une sorte de coopérative. Oui. Nous avons déjà eu un lopin de terre pour cela, une coopérative au village, parce que c'est une aberration que les gens quittent le village pour aller acheter le sel, l'huile et le riz, et partout ailleurs, le savon et tout, et que nous allions acheter ailleurs le haricot et tout qu'on produit chez nous. Donc nous voulons dans cet espace pour lequel on a eu le terrain, j'en profite là pour remercier les 2 parents qui sont associés pour donner chacun 500 mètres pour qu'on ait 10 mètres pour construire une petite coopérative économique. C'est-à-dire que les gens du village viennent déposer à bas leurs plantains, les bananes et tout, le haricot et tout. Quand nous venons au village, s'ils ont besoin du riz, ils me font un SMS s'ils ont besoin du riz. J'achète un sac de riz ici, je leur dépose un sac de sel ou de l'huile, je leur dépose ça là-bas. On crédite mon compte du montant de la facture. Oui. Ça ferait que nos mamans, nos papas auraient ce produit de première nécessité au prix de Douala. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ne seraient pas à la deuxième chaîne, c'est-à-dire le demi-grossiste et le détaillant, le sous-détaillant. Et le demi-détaillant. Et le demi-détaillant. Donc, ça ferait qu'également, ils n'auraient pas apporté tous leurs produits pour aller sur la route. Parce que de là où ils sont à 1500 mètres, pour mettre les produits à 2000 mètres, il faut grimper avec ça sur sa tête. Il faut grimper ça sur sa tête parce qu'on a essayé de faire des travaux routiers chez nous. On a un aîné, pour ne pas nommer Pontus, qui a... À qui nous disons bonjour. Oui, qui nous a aidé en grattant les routes du village. Oui. Parce que nous avons également au village, toujours pas de relations, un pont qui s'appelle Pont Vimbikono. Pour ceux qui sont bantous, ils savent que ce nom-là vient de Mbamayo. Ah bon? Oui. Nous avons enterré M. Vin l'année dernière. Il était au cadre de l'administration. Et on a eu ce pont grâce à lui quand il était DAG du ministère des Travaux publics et des Transports sous le ministre Tessa. En lui présentant un dossier, il a présenté au ministre, on a eu un accord pour faire un pont pour lequel on avait tellement souffert. Tellement souffert. Vous savez, dans les villages, les pratiques. Ouais. Et que nos parents avaient réuni leurs moyens pour faire mettre une buse métallique et faire les pierres. Et puis après, une petite pluie est venue emporter tout ça. Et la buse métallique a même disparu. Une petite pluie de rien du tout. Avant de faire ce pont, nous avons demandé à ceux qui avaient des intérêts à réclamer, de les réclamer en amont. Parce qu'il ne faut pas que le village perde un pont pour une cuisse de chèvre. Je ne sais pas quoi, pour un poulet. Ouais. Souvent, c'est des choses comme ça. Ouais. Donc, ce pont a été fait, puis après, pardon, madame. Ce pont a été fait, puis on avait toujours réussi, grâce à M. Vin, de regretter mémoire, on avait pu classer notre route, notre piste comme piste de collecte. Alors, nous avons presque 10 km de pistes qui traversent le village dans tous les sens, quoi. Parce que nous sommes dans tout le village qui a 6 accès. C'est-à-dire que vous pouvez passer par 6 routes différentes pour arriver chez nous. Mais c'est une grâce. Et ça crée aussi une insécurité, parce que par le temps qui passe, quand on peut entrer de partout, ça fait aussi problème. Oui, monsieur, malheureusement, nous devons nous séparer. Votre mot de fin, votre message de fin. Disons que, comme on le dit, nous devons apprendre à être solidaires, à partager ce que nous avons. Je crois que c'est la meilleure façon de vivre. C'est de partager avec autrui ce qu'on a. Et même partager les expériences. Quand on partage, ce n'est pas toujours quelque chose de physique, pécuniaire, tout ça. Ouais. Ça peut être un partage d'expérience. Tout à fait. On ne réinvente pas la roue.
on l'améliore, ce qu'on nous a appris à l'école. C'est-à-dire que cet esprit de partage doit nous amener à améliorer la roue. À améliorer la roue. Nous avons actuellement une grande expérience en matière d'hydraulique rurale parce qu'on l'a pratiqué. Comme nous sommes en montagne et que les villages ravitaillés sont plus bas que nous, nous avons fait des châteaux de relais. C'est-à-dire qu'il y a un coin ici, c'est ce château qui est plus bas qui vous ravitaille. C'est-à-dire le château, quand il se remplit, il y a le robinet d'entrée qui se ferme et quand il se vide, il se remplit. Et ce château a une destination. C'est-à-dire qu'il y a des villages qui sont ravitaillés par ça. Alors si on mélange tout, s'il y a un fuite en bas quelque part, tout le monde sera pénalisé. Oui. Sera pénalisé. Donc, ce que je dis aux gens de montagne, au peuple de montagne, ce n'est pas seulement de bataille que je parle, c'est de prendre conscience du fait qu'ils ont plus de problèmes que les autres. Et qu'à ce niveau-là, ils doivent faire plus d'efforts que les autres. Et s'unir. On l'a vu avec les Tibétains. Puisque l'union fait la force. L'union fait la force. Merci, merci M. Tchapa Chouaou d'être passé à Manège. On souhaite bon vent. Au village, il n'est pas le seul à se battre. Hein. Il y a beaucoup de villages au Cameroun qui se battent pour que le Cameroun soit émergent. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie et toute votre équipe pour le choix qui a été fait sur le modeste comité villageois, comme je vous l'ai dit, et sur notre petit peuple. Parce que nous nous définissons toujours comme un petit peuple. Non, il n'y a pas de petit peuple. On va grandir. Nous allons grandir avec... Nous sommes confiants sur l'avenir, nous sommes confiants sur notre avenir. Et ce que nous demandons surtout, c'est à nos membres, aux potentiels membres, d'accepter de se sacrifier un peu pour les autres. Parce que partager enrichit. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus encore chez vous aujourd'hui. Restez branchés parce que les programmes de la CRTV au cœur de la nation se poursuivent. Bonne journée.